Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être ici en si grand nombre pour ce premier débat, un devoir de débattre avec Transat, partenaire du devoir. Transat, dont je salue la présence de Jean-Marc Eustache, son président fondateur. Jean-Marc, merci d'être là avec nous. Vous n'êtes pas sans savoir que Jean-Marc Eustache et l'équipe de Transat ont fait un des dons les plus généreux dans l'histoire de la philanthropie au devoir, un montant de 500 000 $ à raison de 100 000 par année, qui a permis à l'équipe du devoir de voyager, de faire de la couverture en information internationale. Alors Jean-Marc, je peux te dire que ton don, cet engagement du cœur et de la conviction, parce que Jean-Marc aime le devoir en frapper des points sur la table quand il lit trop d'AFP. Jean-Marc, ce don-là nous a donné des ailes comme on l'imaginait. Et tu n'as pas idée à quel point les journalistes reviennent heureux, le sourire aux lèvres, et à quel point ça enrichit nos horizons et ceux de nos lecteurs d'avoir le Fonds Transat. Alors, puisqu'on a un partenaire si intéressant, on s'est dit on va pousser ça plus loin, on va faire une propriété ensemble, c'est-à-dire un débat. Et Christophe Hennebel, qui est ici, que je vais vous présenter bientôt, a accepté volontiers. Et on a choisi un sujet qui n'est pas si simple. Prendre l'avion, oui ou non? Prendre l'avion, c'est devenu l'un des moyens de transport les plus séduisants lorsque vient le temps de parcourir les longues distances. Une classe moyenne émerge partout dans le monde, veut découvrir cette planète. Par contre, c'est également aussi l'avion un des générateurs de gaz à effet de serre les plus importants. Je crois qu'on pourra en débattre. Il y a les émissions réelles, absolues, les comparatifs. On aura une brochette d'experts qui pourront vous éclairer là-dessus aujourd'hui. Et on sait très bien qu'il y a une conscience planétaire qui s'invite, qui frappe aux portes. Vous avez tous entendu et vu Greta Thunberg. À la limite de l'insatisfaction, de l'impatience qu'on lui connaît parce que les choses ne bougent pas assez vite. Elle porte en elle ce sentiment d'urgence climatique que d'autres écologistes dans le monde ont porté à différentes époques. Alors, prendre l'avion, ça devient d'autant plus controversé dans une époque où on remet toutes nos habitudes en question. Alors, ce soir, on va essayer de débattre de ça, de débattre sereinement, sans s'interdire de se poser les questions difficiles. On a prévu 1h30 et on sait que le public aime participer aux événements. Et donc, cette 1h30 va être réservée à 1 heure de débat entre panélistes et 25 minutes de questions du public. Donc, vous aurez la chance d'interroger nos panélistes. Je vais leur demander de prendre place. Et je vais y aller dans le désordre. Alors, Karel Méran, directeur pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki. Karel. Cécile Bull, professeure au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM et co-titulaire d'une chaire en cycle de vie, chaire internationale. Bonsoir. Christophe Hennebel, vice-président aux ressources humaines et affaires publiques chez Transat. Et Jean-Didier Urbain, anthropologue spécialisé en voyage et tourisme et professeur en sciences du langage à la Sorbonne. Voilà. Et pour commencer, on s'est dit, on va mettre la table, on va placer les choses. Et pour placer le débat, on va laisser la parole à Michael Gill, qui est directeur général du groupe d'action sur les transports aériens, l'ATAG. Et c'est un rôle qu'il occupe depuis mai 2014. L'association est la seule internationale qui représente tous les secteurs de l'industrie aéronautique et qui essaie de promouvoir la croissance durable de l'avion. Alors, M. Gill va être à même de nous dire quelles sont les dernières avancées et partant de là, on va engager la conversation par la suite. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Brian, merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravi, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous pour faire démarrer ce débat intéressant. Passionnant et vital, je dirais. J'aimerais partager avec vous quelques chiffres, comme Brian a dit, mettre un peu au plat
quelques aspects factuels de cette question et puis vous donner un peu ma perspective, comment je vois l'évolution de cette question, prendre l'avion, oui ou non. ATAG, donc l'association que je représente, regroupe l'ensemble des acteurs du secteur, donc les compagnies aériennes, les aéroports, services de navigation aérienne et les constructeurs, avionneurs et motoristes. Et nous travaillons depuis plus de 30 ans sur l'ensemble des problèmes environnementaux liés aux opérations de notre industrie et surtout celui du changement climatique. Ce débat a lieu à un moment vraiment clé de l'histoire du travail de l'industrie aérienne sur le changement climatique, puisque a lieu cette semaine, la semaine prochaine, l'assemblée de l'OACI, l'Organisation internationale pour l'aviation civile, à quelques pas d'ici, où on va travailler effectivement sur ces questions. Et donc je pense que le timing de ce débat est vraiment très, très, très opportun. Nous sommes effectivement, tout le monde le sait, confrontés à un énorme défi, le changement climatique. C'est peut-être le plus grand défi de notre époque. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce sentiment qu'on est tous dans le même bateau, peut-être tous dans le même avion. Il faut qu'on tire tous avec la même corde, l'industrie, la société civile et les gouvernements. Il faut qu'on essaie de trouver des solutions ensemble. Et donc je trouve que le dialogue qui a été organisé pour ce soir est vraiment une très bonne chose. Et je tiens à remercier particulièrement le Devoir et Air Transat d'avoir eu le courage et la vision d'organiser ce débat. L'ampleur de ce défi, il faut le rappeler, je pense, a été mis en évidence au mois d'octobre dernier où on a lu le rapport du GIEC, qui est l'organisme des Nations Unies qui est chargé des analyses scientifiques sur le sujet. Et le GIEC nous a rappelé deux choses très importantes. Les pires effets du changement climatique peuvent être maîtrisés, mais, deuxième chose, cela va demander un effort colossal de la part de tout le monde. Cette prise de conscience croissante qui a émergé du rapport du GIEC, je pense, a aussi entraîné un autre phénomène sociétal, celui qu'on appelle l'éco-anxiété, donc un sentiment que le changement climatique est insurmontable. On entend parler assez souvent. Donc, pas très surprenant, je pense, de voir tous ces jeunes qui vont quitter leur salle de classe, qui vont descendre dans la rue, exiger de l'action de la part des gouvernements, de la part de l'industrie. Et nous attendons, bien sûr, encore voir ce phénomène à Montréal et dans d'autres villes du monde. Et je pense que cette pression est très positive. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme quelque chose de très positif. En tant que société, ça nous pousse à nous poser des questions très importantes et à pousser vers des solutions vraiment concrètes. Et dans le secteur aérien, on se pose ces questions-là depuis plus de 10 ans. Nous sommes fixés il y a 10 ans, un des premiers objectifs à long terme pour un seul secteur, c'était de réduire nos émissions de CO2 net d'ici 2050 à la moitié de ce qu'elles étaient en 2005. Aujourd'hui, nos émissions représentent à peu près 2% du total mondial des émissions de CO2. Mais on est effectivement une industrie en pleine croissance, donc la question se pose, comment va-t-on arriver à réduire de moitié ces émissions? Et c'est effectivement un défi qui est non négligeable. Mais c'est une industrie, l'aviation, qui fait preuve depuis le début de son histoire d'une innovation extraordinaire. Et chaque jour, si vous y pensez, on défie les lois de la gravité chaque minute, chaque jour. On transporte des millions de personnes par jour. On les rapproche à leurs amis, leurs familles, leurs activités commerciales et culturelles. Et donc, on est assez confiant qu'on peut y arriver. Et je voulais vous donner juste deux exemples du type d'action qui est entreprise par l'industrie actuellement. Un premier pilier, c'est effectivement le développement de nouvelles technologies. Donc, c'est les nouveaux avions, les nouveaux moteurs. La nouvelle génération peut réduire les émissions de 15 à 20% par rapport
aux avions qui remplacent, ce qui est quand même assez conséquent. Et tout cela grâce à un investissement d'environ 15 milliards de dollars par année par l'ensemble du secteur aéronautique. Deuxième pilier, deuxième solution très intéressante, c'est le développement des carburants durables. Ils ont un rôle majeur à jouer si on va arriver à atteindre notre objectif dont j'ai parlé. Mais c'est des carburants qui proviennent de différentes sources non fossiles, donc les déchets municipaux, les huiles alimentaires usagées, les résidus forestiers. Et donc, c'est des carburants qui permettent de réduire la quantité de CO2 émise jusqu'à 80% par rapport aux carburants fossiles. Et donc, c'est dans ces solutions-là qu'il faut vraiment qu'on investisse, industrie, gouvernement, pour arriver à ces objectifs de réduction des émissions. Je dis souvent, il ne faut pas oublier l'ennemi dans notre lutte contre le changement climatique. C'est le CO2, ce n'est pas l'avion, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas les avantages de la connectivité. Et je pense que ce qu'il faut essayer de trouver, et j'aimerais bien voir le point de vue des uns des autres là-dessus, c'est de trouver l'équilibre entre la nécessité de répondre aux objectifs environnementaux et notre responsabilité de soutenir le développement économique et social de la planète. Juste pour en terminer, on m'a demandé si moi-même je souffrais de cette éco-anxiété, si j'étais moi-même inquiet du changement climatique. Et je pense que c'est une question tout à fait légitime qu'il faut qu'on se pose chacun. Moi, je suis père, j'ai bien sûr envie, je suis préoccupé par ces questions-là. J'ai envie de laisser un monde à mes enfants qui ressemble à celui que j'ai eu quand j'étais gamin, quand je me grandissais. Mais j'ai aussi envie que mes enfants ont l'accès aux mêmes expériences de voyage, d'éducation, d'aventure dont j'ai profité. Et donc, c'est tout le débat qu'on va entreprendre. C'est une question sur laquelle on travaille dans l'industrie sans cesse, tous les jours, essayer de trouver une solution à équilibrer ces deux impératifs. Et j'en termine juste pour vous rassurer, nous sommes une industrie responsable. On a mis en place ce plan il y a plus de 10 ans. Il y a des milliers de personnes dans l'industrie qui sont enthousiasmées par le défi. Et je pense qu'avec la combinaison des technologies, de la chimie, de la coordination entre l'industrie, de l'innovation, je pense qu'on va y arriver. Il ne faut pas être anxieux, il faut être inspiré. Voilà ce que je voulais dire et merci pour votre attention. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette entrée à la matière. Très instructif. Il y a quand même des choses qu'on a besoin de clarifier pour commencer. Donc, je me tourne vers Cécile ou Karel. Quel est l'impact de l'aviation civile sur le bilan des gaz à effet de serre? On parle souvent d'un chiffre, d'une fourchette qui va de 2 à 3 %. Est-ce que c'est la bonne donnée? Bien, peut-être un pas de recul avant. Où est-ce qu'on est rendu dans la lutte au changement climatique, justement? Puis peut-être, après, vous pourrez compléter avec l'aviation. Pour simplifier la science, ce qu'on sait pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré, il faut couper de moitié nos émissions de gaz à effet de serre mondiales d'ici 2030. Puis il faut arriver à 0 émissions nettes en 2050. Ensuite, il faut inventer des technologies qui vont permettre d'avoir des émissions négatives au-delà de 2050. Et si on fait tout ça, on a une chance sur 2 de réussir. C'est là où on est rendu. Ça commence sec, hein? Donc, c'est un peu comme ça où, après ça, quand on arrive, on dit il faut essayer de trouver des solutions équilibrées, tout ça. Le problème auquel on fait face, c'est un problème de mathématiques insolubles. Et l'aviation civile, peut-être c'est 2 %. Des fois, des gens qui disent non, mais l'impact est un petit peu plus élevé du réchauffement parce que c'est en haute atmosphère et tout ça. Mais tout le monde représente juste une petite partie. Le Canada au complet, c'est moins de 2 % aussi des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, on se dit on va attendre que les autres bougent. Et tout le monde regarde tout le monde en attendant.
Et on est devant ce dilemme-là. Donc, je veux simplement rappeler que la situation dans laquelle on est, si on est vraiment sérieux, si on a la volonté de régler le problème, ça appelle malheureusement, puis je n'ai pas vraiment de plaisir à vous dire ça, à des décisions, des solutions qui peuvent apparaître comme étant drastiques et qui vont demander de changer des façons de faire les choses, incluant en aviation, incluant au Canada, incluant ailleurs, incluant, par exemple, si on construit un pipeline aujourd'hui, il faut avoir un plan pour que le pipeline soit fermé en 2050. Centrale au charbon, même chose, toutes ces choses-là. Et donc, c'est difficile parce que tout ça s'inscrit dans une dynamique où tout le monde a une volonté qui est légitime de poursuivre ses activités. Mais pour ça, il faut être capable d'avoir un plan crédible qui nous amène à zéro émission en 2050. Et c'est tout un défi, surtout en aviation. Cécile? Oui, je vais peut-être rebondir là-dessus. En termes d'empreinte, effectivement, je pense que les chiffres de 2-3%, j'ai vu les mêmes. Et effectivement, peut-être pour mettre les choses en perspective, c'est par rapport à ce que consomme un Canadien en moyenne et quels sont les impacts associés à ça en termes de changement climatique. C'est certain que prendre l'avion, c'est quelque chose, c'est un geste qu'on fait et qu'on peut choisir facilement de couper. Par contre, c'est pas forcément le geste qui va avoir le plus grand impact si on regarde, par exemple, la contribution des trajets quotidiens en voiture, si on regarde la contribution de l'alimentation. Le secteur énergétique également, qui est encore le plus secteur gros énergétique, émetteur. Oui, au Québec, pas forcément tant que ça, parce qu'on a la chance d'avoir une hydroélectricité qui est quand même assez oui, durable. Au niveau, si on parle de mondial, au niveau mondial, reste oui. encore le plus gros producteur. Tout à fait. Mais si on se met en contexte québécois. Donc, effectivement, c'est pas forcément l'enjeu numéro un. Par contre, c'est un enjeu sur lequel, en tant que consommateur, on peut faire un choix simple de on prend l'avion ou on ne prend pas l'avion. C'est peut-être plus simple que de dire on va changer complètement son mode d'alimentation, on va changer complètement son mode de transport quotidien. Donc c'est peut-être pour ça que c'est une cible facile pour aller dire on veut changer les choses, on arrête de prendre l'avion. Parce qu'effectivement, c'est un gros émetteur d'un point de vue ponctuel. Donc, Est-ce que j'ai raison de dire que ce 3%-là, il peut paraître petit à prime abord, mais il devient gros si on compare? Par exemple, 3%, ça placerait l'aviation civile dans le top 10 des pays parmi les plus gros émetteurs. Ça le placerait, l'aviation civile, au rang de l'Allemagne tout entière? J'ai un chiffre que j'ai vu tout à l'heure. En fait, l'aviation civile dépasse les 129 pays les moins émetteurs à elle seule. Parce qu'évidemment, il y a des pays qui sont moins développés que d'autres et donc qui émettent moins. Mais c'est quand même, ça fait réfléchir. D'autant plus que, par exemple, même si on regarde une ville comme Montréal, Montréal s'est engagé à être zéro émission en 2050. Donc, on va faire des efforts, des investissements massifs d'ici 2050 pour arriver à zéro émission. Et là, si tous les Montréalais décident de prendre l'avion 3 fois plus, ou si on construit un nouveau Mirabel, mettons, on a un problème parce qu'on vient d'effacer les gains qu'on fait ailleurs. Donc, il y a un enjeu aussi de... Tout est interrelié, en fait, les secteurs de l'économie, ce qui se passe dans une ville, ce qui se passe autour, ce qui se passe dans d'autres pays. C'est très difficile de venir découper des émissions quelque part puis de dire, mais bref, on fait face à une situation assez complexe. Christophe, cet enjeu-là de la remise en question du voyage en avion est apparu quand sur votre tableau de bord comme gestionnaire? Alors, pour Transat, la question de l'émission de CO2, ça a toujours été une question. C'est-à-dire que Transat a fait partie, en tout cas au Canada, vraiment des premières lignes aériennes qui ont mis cette question sur la table, puisqu'on a commencé à parler du sujet et puis à donner des chiffres en 2007. Donc, c'est pas tout nouveau. Alors, c'est quelque chose qui nous préoccupe et qui préoccupe l'aviation dans son ensemble, parce que l'aviation fait quand même partie des secteurs qui ont mis beaucoup d'emphase sur la réduction du CO2. Il faut savoir que depuis 90, par exemple, un passager kilomètre consomme moitié moins de CO2 aujourd'hui qu'à l'époque. Il faut aussi mettre un peu les choses en perspective, parce que 2%, 3%, qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, il y a d'autres secteurs qui sont plus consommateurs. Si on regarde le transport dans son ensemble, c'est 14%. C'est-à-dire que les transports terrestres, c'est 7 à 8%. Le transport maritime, c'est 4%. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'on peut toujours regarder les autres et dire qu'ils consomment plus que nous, donc c'est eux les coupables. Je crois que ce n'est pas l'attitude de l'industrie aérienne qui, au contraire, travaille très très fort pour réduire les émissions. Et puis on comprend bien que c'est dans notre intérêt, puisque le carburant, c'est le plus gros poste de dépense.
C'est 25% des coûts dans une compagnie aérienne. Donc l'intérêt et 25% des coûts, juste pour donner une idée, pour Transat, c'est 500 millions de dollars tous les ans à peu près, l'achat du carburant. Effectivement, le secteur de l'aviation s'est amélioré beaucoup dans son bilan, dans la performance des avions, l'aérodynamisme, mais il y a des inquiétudes qui restent fortes. Et là, je cite des chiffres de l'industrie, l'Association internationale du transport aérien, qui anticipe qu'on va passer de à peu près 3,7-4 milliards de voyages par année à plus de 8 milliards de voyages d'ici 2037. L'OACI, qui estime que le bilan environnemental, l'émission de gaz à effet de serre de l'aviation va être multiplié par 6, compte tenu de la croissance, et que, Jean-Didier, vous allez pouvoir intervenir là-dessus. Le voyage, c'est devenu quelque chose qui rejoint une classe grandissante d'espèces humaines, là. Alors, comment on réagit ou on anticipe ces critiques qui... on fait des prévisions, au fond. On voit un secteur en croissance et on a une crainte que le bilan, qui est déjà lourd, s'alourdisse encore plus. Vous réagissez comment? Et où est-ce que ça nous amène dans un horizon de moyen terme pour l'aviation? Oui, juste rapidement, pardon. C'est pour ça que l'aviation s'est donné pour objectif d'avoir, à partir de 2020, une croissance carboneutre. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, on y est presque, toute la croissance se fasse sans émissions supplémentaires. Est-ce qu'on est sur une réduction aujourd'hui? Pas encore, mais l'objectif, comme le rappelait Michael tout à l'heure, c'est 2050 et c'est de revenir à la moitié de ce qu'on était en 2005, mais dès l'année prochaine, de ne plus émettre plus de carbone à travers la croissance. Parce que l'enjeu, c'est celui de la croissance, effectivement, par passager et par kilomètre. On réduit. Après, est-ce qu'on peut aussi facilement que ça décider d'arrêter demain matin? Est-ce qu'on peut rayer d'un trait de plume l'industrie aérienne et l'industrie du voyage demain matin? On y reviendra peut-être plus tard, mais il faut bien comprendre que si on faisait ça, on provoquerait une catastrophe économique qui aurait des conséquences extrêmement importantes, peut-être aussi importantes que celles qu'on essaie d'éviter. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour continuer l'aviation tout en ayant un impact qui soit le plus faible possible. Et puis c'est aussi découper le problème en morceaux. Parce que quand on parle de la consommation de l'émission de carbone, il faut savoir qu'un tiers de ces émissions, c'est les vols de moins de 1500 km, un tiers ceux de 1500 à 4000 km, et un tiers ceux de plus de 4000 km. Donc la question est aussi, quelles sont les alternatives en fonction de ces différents types de vols? Intéressant. Jean-Didier, vous êtes spécialisé dans ces questions depuis plus de 40 ans, à l'intersection de l'humain et du voyage. Père et grand-père. Hein? Père et grand-père. Père et grand-père, donc je ne voulais pas partir un débat sur votre âge, mais mon point est que vous avez réfléchi longuement à ces questions-là. Et vous semblez croire que c'est utopique d'imaginer un monde sans avion. Sans avion, oui. De l'avion partout, non. Enfin, ne serait-ce que pour témoigner au titre de français, le TGV, par exemple, a modifié en France et a rendu caduc des déplacements aériens aujourd'hui. Enfin, je veux dire, Paris-Marseille, Paris-Bruxelles, Paris-Bordeaux, Paris-Genève, ça vaut vraiment pas le coup de le faire en avion. Vous allez de centre-ville à centre-ville en moins de temps, en train, qu'en avion. Donc c'est évident que là, il y a une logistique qui se met en place qui rend caduque l'utilisation de l'avion. Ça, c'est très clair. Maintenant, il y a un autre défi, quand j'entendais à propos de ces deux, prendre la dimension du tourisme aujourd'hui, la mondialisation du tourisme, ce qui est complètement, je dirais, bouleversant. C'est de savoir que, par exemple, un Chinois aujourd'hui, ou un Indien aujourd'hui, ou un Russe aujourd'hui, a autant l'intention de voyager pour son plaisir que les Européens et les Occidentaux en général jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'il y a un déséquilibre qui s'est fait entre les pays traditionnellement émetteurs et les pays traditionnellement récepteurs. Les pays récepteurs sont devenus aussi de grands émetteurs de touristes et inversement. Bon, cela dit, la France a toujours été d'abord un grand récepteur avant d'être un grand émetteur, mais vous voyez des pays comme l'Espagne, par exemple, qui était largement à 90% un pays récepteur, devenir un grand pays émetteur aussi. Donc il y a une donne là qui se modifie, avec le fameux BRICS aussi, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, effectivement. On voit là du tourisme
de distance, lointain, qui ne peut pas faire vraiment l'économie de l'avion en l'état. Tant que nous sommes dans une culture, en plus, je dirais, c'est ce que j'appelle le syndrome Star Trek, enfin, le voyageur d'aujourd'hui, il rêve de télétransportation, quoi. Le nombre de gens qui disent voyager en avion, c'est pas voyager parce qu'on voit rien. Je suis pas d'accord avec eux, parce que quand on survole la banquise par temps clair, c'est très beau. Mais en fait, il y a cette idée, il y a ce fantasme de transport instantané, et que sans doute, il y a une révolution culturelle à faire en termes de pratique du voyage, c'est-à-dire réintroduire de la lenteur, comme on l'a déjà réintroduite ailleurs. Le grand mouvement italien du slow food, enfin, etc., impacte plein de points du quotidien. Et je pense que le voyage n'échappera pas. Maintenant, on parle de slow tourisme, effectivement. Mais alors, le slow tourisme pose un problème immédiatement, parce que si vous y allez lentement, vous n'allez pas bien loin. Or, si vous rêvez lointain, vous êtes cuit, quoi. Donc, ou alors vous partez très longtemps. Ce qui se fait dans certaines catégories, les congés sabbatiques de certains cadres qui font un break de 6 mois ou d'1 an. Mais ça, c'est pas envisageable, je dirais, en forme de règle sociale généralisée. En tout cas, pour l'instant, j'en vois mal la possibilité. Donc on est toujours dans une culture de l'urgence, une culture de la brièveté. Le tourisme international qui s'est le plus développé depuis 10 ans, 20 ans, c'est le tourisme essentiellement citadin, le tourisme de proximité internationale, je dirais, des sauts de puce de ville à ville, quoi. Et parfois la ville peut être très loin, je veux dire, un court séjour, je ne sais pas, d'un habitant de Stockholm qui va passer 3-4 jours en Égypte, par exemple, au Caire, voilà, il y a des week-ends prolongés. Donc c'est vrai qu'il y a quand même tout un paradigme ou un modèle qui façonne notre façon d'envisager le voyage, qui est la vitesse. Et nos voyages même, d'ailleurs. Déjà Flaubert, vous savez, dans son dictionnaire des idées reçues, disait « touriste, homme pressé ». Et ça, c'était donc dans les années 1850, vous voyez. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Donc, effectivement, on ne pourra pas se passer, à mon avis, de l'avion. Mais je pense que pour ceux qui s'y penchent, il y aura d'autres technologies, d'autres combustibles. On parle de l'hydrogène beaucoup, etc., avec beaucoup moins d'empreintes. Je ne pense pas qu'on pourra s'en passer. Non, mais on ne va pas réinventer le France. Moi, je ne suis pas contre. Cécile, vous semblez vouloir réagir à ce point de vue. En fait, je voulais juste rebondir sur une équation un peu impossible où on dit, mais en fait, les gens voyagent de plus en plus dans les pays qui, à l'origine, étaient des pays récepteurs, justement. Et on a effectivement moins d'impact par passager, mais de plus en plus de passagers. On essaye de maintenir ce total égal. Mais en même temps, on a les limites de la planète dont on parlait tantôt. Donc, on a vraiment ce seuil à ne pas dépasser. Donc, je pense que c'est très important de tenir compte de l'équation complète et de dire, on a nos modes de consommation d'occidentaux qui ne sont pas durables. On a des pays en voie de développement qui sont en train de les adopter. Et comment est-ce qu'ensemble, on fait en sorte de, à la fois, subvenir à nos besoins et éventuellement à nos loisirs, à nos plaisirs, et ainsi de suite, mais en gardant ce budget à l'échelle de la planète qu'on n'a pas le droit de dépasser, parce que sinon on arrive à quelque chose qui est... Et cette limite-là, on a beau avoir toute l'envie du monde de voyager et ainsi de suite, cette limite-là, on n'arrivera pas à la repousser. Donc c'est essentiel d'en tenir compte. On peut voir un peu ça comme une sorte... On parle des concepts de donut économie, où on voit les limites de la planète comme étant le plafond à ne pas dépasser, les besoins essentiels comme étant le plancher à respecter, et puis essayer de naviguer à l'intérieur de cette sphère-là en répondant le mieux possible à nos besoins. Donc je pense qu'il faut tenir compte des deux. C'est important de tenir compte de nos besoins, mais de ne pas perdre de vue cette limite planétaire qu'en tant qu'humanité, on ne peut pas... Même si en tant qu'anthropologue, le besoin essentiel est un mystère pour moi. Honnêtement, très vite, ça devient très rapidement mystérieux. Tout à fait, et c'est très subjectif, mais justement, effectivement... Et par contre, je voulais rebondir, et après c'était sur effectivement les mobilités dont on parle. Il faut quand même faire très attention. Il y a les mobilités outre avion, train, tout ce que vous voulez. Il y a effectivement d'une part cette singularité qui est la mobilité touristique, parce qu'au fond cet homme est un récidiviste qui vit bien, qui n'est pas dans la nécessité, qui n'a pas d'impératif vital, épidémique, guerre ou autre pour voyager, et qui néanmoins voyage. C'est la boîte noire du dispositif. On ne sait pas trop. Le pire d'ailleurs, c'est que les professionnels la plupart du temps ne savent pas. Ceux qui le vendent à qui? En tout cas à qui? Si, ce qu'ils le vendent, ils le savent, mais à qui, ils ne savent pas. Il y a ça, et puis il y a d'autres mobilités aussi. On est toujours un peu obnubilé par le milliard de voyages internationaux a été dépassé. On oublie tous les voyages nationaux, d'une part.
Hein. En France, les Français sont assez casaniers, il n'y en a que 10 à 12% par an qui passent la frontière, et les 90 autres, ils voyagent, hein. Même pour leurs vacances, même s'ils font que 200 km, et là, ça représente déjà 191 millions de voyages, rien que pour la France. Bon. Et ça, il ne faut pas oublier, et vous ajoutiez, effectivement, très justement, ce sont les mobilités, et là, je pense que l'écologie politique a son mot à dire, ce sont les mobilités de proximité ou les mobilités quotidiennes. Donc, il y a des trajets qu'on ne devrait plus faire, Christophe. Exactement. Est-ce que vous réfléchissez à ces questions-là dans cette prise de conscience de votre impact environnemental? Est-ce que vous allez même jusqu'à remettre en question certaines destinations, trajets que vous faites sur des courts trajets, justement, qui sont ceux dont on pourrait se passer? Oui, alors Transat fait assez peu de courts trajets, puisqu'on est plus une ligne loisir, donc on fait plus du long courrier. On va dans le sud, on va en Europe, on fait pas ou très peu de domestiques, donc cette question-là précise se pose un petit peu moins à nous, se pose à l'industrie dans son ensemble, mais un peu moins à nous. Juste une précision que je voudrais ajouter, parce qu'on parle des différents types de mobilité, là, et on parle beaucoup du tourisme. Le tourisme, c'est environ... Bon, le passager, c'est 80% sur l'aérien à peu près, hein, le reste, c'est du fret. Et sur le trafic passager, le tourisme, c'est à peu près 56%. 30%, c'est ce qu'on appelle du VFR, c'est-à-dire Visiting Friends and Relatives, donc la famille et les amis qu'on va visiter. Et puis le reste, c'est du voyage d'affaires. Il y a, je crois, un peu plus de 800, il doit y avoir 830 millions de personnes sur la planète qui n'habitent pas le pays dans lequel elles sont nées. Donc ça, c'est une dimension aussi extrêmement importante du voyage et du voyage long courrier. Moi, j'en fais partie. Hein. Ma famille est en France, ma belle-famille est en Finlande. Si on me dit que je n'ai plus le recours de l'avion pour aller les visiter, hein. Ben j'ai un problème. J'ai un problème. Comment est-ce que je vais visiter ma famille? Est-ce que ça crée cette anxiété dont Michael nous parlait? Pour l'instant, je ne suis pas anxieux à ce sujet-là, parce que j'ai toujours la possibilité d'aller les voir. Mais on peut effectivement, pour moi, le sujet est plutôt de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire ça avec une empreinte qui soit de moins en moins grande et qu'on maintienne sous contrôle, plutôt que se dire tout à coup, tous ces 800 millions de personnes qui sont en dehors de leur pays, ils n'y reviennent plus. Est-ce qu'on exige assez de l'aviation d'un point de vue de la société civile, Karel? Parce que, on l'exclut de l'accord de Paris, le secteur de l'aviation. Pourquoi? Oui, c'est ça. Moi, ça me fait un peu sursauter parce que, dans le fond, la proposition qu'on avance, c'est pas de dire les gens n'auront plus le droit de voyager. La proposition qu'on avance, c'est qu'il doit y avoir des limites. C'est pas un droit à voyager. Puis on ne peut pas se rendre à 8 milliards de déplacements avec la technologie qu'on a actuelle. Même si on améliore l'efficacité des avions, on arrive en 2050 ou on arrive même avant, puis on se rend compte que tout d'un coup, on a dépassé notre budget carbone. Donc, on a un problème d'équation. La proposition, définitivement, personne ne dit on va se passer demain matin d'avion, comme personne ne dit on va se passer demain matin de pétrole. Je l'entends souvent, cette objection-là, puis elle n'est pas tellement utile dans le sens où c'est pas là qui est l'enjeu. Mais moi, une chose que je remets beaucoup en question, et c'est la même chose, je pense, pour l'avion que dans le transport automobile. On a individualisé le choix. C'est-à-dire l'industrie aérienne a refusé, par exemple, que le coût du carbone soit inclus dans le prix des billets, parce que, pourquoi? Si on fait ça, les gens vont acheter moins de billets d'avion, puis les compagnies vont être moins profitables. Donc, l'industrie, dans son ensemble, a refusé en disant, plutôt, on va s'améliorer au plan de la technologie. On voit la même chose dans l'industrie automobile qui a refusé pendant très, très longtemps de se faire réglementer, qui a retardé, puis encore là, qui utilise toutes sortes de moyens et qui continue de fonctionner sur une logique d'expansion pratiquement infinie, alors qu'on sait que ça ne peut pas fonctionner. Dans leur cas, ils ont quand même une chance, c'est que l'auto électrique arrive bientôt à parité avec l'auto à essence, et donc ça va être un peu leur planche de salut pour... et malheureusement, on n'a pas ça dans l'aviation. Et on n'a pas inclus, effectivement, le secteur aérien dans l'accord de Paris. Pourquoi on ne l'a pas fait? Qu'est-ce que ça changerait de le faire compte tenu que l'accord de Paris, tout le monde s'essuie les pieds là-dessus? Je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est vrai, là, il n'y a pas de plan B pour la planète, mais on ne voit pas l'action de nos leaders politiques à la vitesse qu'on le souhaiterait non plus. Probablement qu'à l'époque, puis je n'ai pas suivi le détail, mais c'était probablement difficile d'inclure parce que tous les calculs sont faits sur une base nationale, puis il y a beaucoup de vols internationaux. Puis là, probablement qu'on a décidé tout simplement d'exclure, mais
Moi, je ne comprends pas que quand on me vend un billet 800, 900, 1000 $, on ne soit pas capable de me facturer le 50 $ du coût d'une tonne de CO2 qui va être émis en mon nom. Et là, on dit aux passagers, faites l'effort vous-même, c'est à vous de changer vos comportements. Évidemment, personne ne le fait. Et donc, il n'y a pas de taxe qui s'applique sur le carbone. L'industrie elle-même ne sait. Je comprends qu'un transporteur seul pourrait difficilement l'appliquer, puis son compétiteur ne le fait pas, puis les gens, évidemment, vous savez tous, on est tous comme ça, on va acheter en fonction du prix. Et donc, on est dans un dilemme. Alors, l'industrie, demain matin, pourrait être carboneutre, pourrait planter des arbres à travers le monde, avoir des fonds pour investir dans les transports, dans les énergies renouvelables. Dans le fond, ça existe, des crédits carbone, les méthodologies sont fiables. C'est un refus simplement d'ajouter le petit 50 ou 60 $ au prix du billet parce que probablement que ça pourrait faire se tasser la demande. C'est le même argument qui a été utilisé quand Obama a adopté les nouvelles normes d'efficacité énergétique dans l'industrie automobile en 2009. Ça faisait 25 ans qu'on n'y avait pas touché. Et c'est parce que les compagnies automobiles étaient en faillite, puis Obama a dit on va vous réglementer. Et ils ont dit vous ne pouvez pas faire ça, ça va faire augmenter le prix des véhicules, les gens vont en acheter moins. Obama l'a fait. Avez-vous vu les routes du Québec récemment? Et non seulement ça, c'est que l'industrie a réussi à augmenter ses marges de profit en vendant des nouveaux produits qui sont des véhicules utilitaires sport. Donc, l'industrie a réussi non seulement à absorber le choc de la nouvelle réglementation, mais devenir plus profitable. Québec, alors, je pense que l'industrie... Pour les fins du public, au Québec, le parc automobile dans la grande région de Montréal augmente 2 fois plus vite que la population. Exact. Alors, tout ça pour dire que je pense que c'est faisable dans l'industrie aérienne demain matin d'être zéro émission de carbone net en attendant de trouver une nouvelle technologie. Ça, c'est une proposition que je pense qui est intéressante. Juste prendre un pas de recul pour situer le public. Là. Si j'ai une conscience environnementale ou j'ai une angoisse de mon empreinte écologique, je fais un vol Paris-Montréal. Il faut que je plante combien d'arbres? Et ça va me coûter combien pour dormir en paix? Là? Ça fait longtemps que j'ai pas étudié là, cette question-là. Il me semble qu'à l'époque, on se disait qu'un Montréal-Paris pour une personne, c'était 1 tonne de gaz à effet de serre. En ce moment, 1 tonne de gaz à effet de serre sur le marché... il y a plusieurs estimés. Moi, j'ai une fourchette qui va de 0,5 tonnes selon les méthodes. Christophe a même déjà trouvé des méthodes à 300 kilos seulement. Ouais. Et on peut se rendre jusqu'à 3 tonnes selon les méthodes de calcul. Mais grosso modo... ça nous pose un problème. L'indicateur n'est pas au point là, si on a une variation. Non, mais ça dépend des avions. Hein. Vous savez, on peut être sur un avion qui consomme plus, qui consomme moins. L'avion peut être plus plein, moins plein. Donc, prenons pour les fins de la conversation là, un scénario hypothétique de 2 tonnes. Oui, c'est pas énorme. Hein. Ça va coûter moins que 50 $. Moins que 50 $. Probablement. C'est combien d'arbres, ça? Ça dépend quels arbres, dans quel climat. Ça dépend quels arbres, dans quel climat, pendant combien de temps. Oui, et probablement qu'un arbre va mettre 70 ans pour recapter le CO2 qui a été émis pendant un vol en avion aussi. Donc, il faut réfléchir à ça. Christophe, pourquoi on ne se donne pas la peine de le mettre, le prix carbone, dans le billet d'avion? Alors, c'est mon tour de sursauter un petit peu quand on me dit que l'industrie refuse de mettre ça dans le prix du billet. Pourquoi le transport aérien n'est pas inclus dans les accords de Paris? C'est essentiellement pour des questions de juridiction, parce qu'effectivement, l'aviation est une activité internationale, donc les États n'ont pas à eux seuls juridiction pour décider si vous faites un Paris-Montréal, est-ce que c'est la France qui décide ou est-ce que c'est le Canada? Bon, donc, et c'est la même chose pour le transport maritime, d'ailleurs, qui n'est pas inclus non plus dans les accords de Paris. C'est pour ça que le sujet a été pris en main par les Nations Unies à travers l'OACI. Et c'est pour ça que le système Corsia a été mis en place, qui vise justement à mettre des offsets, des compensations carbone dans le prix du billet. Qui est pour l'instant, alors il y a une phase de test qui se déroule, ou de phase de mesure, pardon, pas de test, qui se déroule jusqu'en 2020. Ensuite, il va y avoir une compensation qui est mise en place sur une base pour l'instant volontaire, de volontariat des États. Pas des compagnies aériennes, des États. Et aujourd'hui, 80% de l'industrie, les États qui se sont portés volontaires représentent 80% de l'ensemble de l'industrie aérienne, dont le Canada qui a fait partie des États volontaires. Ça s'applique sur la totalité ou seulement sur la portion de la croissance supplémentaire? Non, ça s'applique sur la totalité. Donc, dans le fond, ce que vous annoncez, c'est qu'à partir sur 80% à peu près du trafic aérien, il va y avoir compensation des émissions. Il va y avoir progressivement une compensation qui va se mettre en place, absolument, dans le cadre de Corsia.
Encore une fois, d'abord sur une base volontaire, ensuite sur une base obligatoire à partir de, je crois, 2027 ou 28 à vérifier. Et avec aussi un système qui sera différencié en fonction des États, justement pour tenir compte des États plus en développement qui rentreront de manière plus progressive là-dedans. Mais non, l'industrie a pris le sujet en main à travers l'OACI, justement pour inclure cette compensation. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'indiquer sur le prix d'un billet d'avion non seulement les taxes, mais aussi l'impact que ça représente en bilan? Alors, on ne met pas sur le billet d'avion, mais de nombreuses compagnies aériennes permettent de calculer le volume carbone, soit directement sur le site ou en renvoyant sur un comparateur externe qui permet de faire ce calcul. Ouais. Alors, Jean-Didier, pourquoi les gens voyagent? Alors, effectivement, il y a des raisons objectives de voyager, impératives, je dirais. Bien se mettre dans la tête que pour un Européen au XIXe siècle, voyager c'était synonyme de malheur. Voyager pour son plaisir, c'est quelque chose qui s'est construit culturellement, comme le bain de mer. On ne s'est jamais jeté dans la mer par plaisir. Il a fallu apprendre que ça pouvait être un plaisir. Et donc, si vous voulez, au XIXe siècle, très largement au début, en tout cas du XIXe siècle, le voyage, c'était ou l'exode rural ou la guerre. Et l'idée de partir pour son plaisir, c'est quelque chose d'absolument impensable. C'est pour ça, par exemple, on a en France un mythe qu'on bichonne particulièrement, qui est complètement faux, hein, qui est le mythe de 36, qui laisse entendre qu'en 36, tous les Français sont partis sur la route, ce qui est totalement faux, puisque ce n'était pas du tout dans leur idée qu'on pouvait voyager pour le plaisir. Absolument pas. Donc très peu sont partis. Bon. Alors pourquoi voyage-t-on? Une fois passé je dirais, ces contraintes, ces impératifs qui sont économiques, qui sont sanitaires, qui peuvent être de guerre, qui peuvent être tout ce que vous voulez. Pourquoi est-ce qu'on récidive? C'est ça le mystère, au fond, du tourisme. Alors, certains sociologues ont proposé, un sociologue allemand, Enzensberger, a dit, au fond, les gens qui voyagent pour le plaisir sont des gens qu'il faut devoir changer le monde, changent de monde. Et que donc le tourisme, ce serait ce petit détour dans un autre monde auquel on aurait accès temporairement pour se consoler de celui dans lequel on vit en permanence. C'est une vision un peu pessimiste des choses. Hein. Donc le touriste est masochiste à la base. Mais c'est un grand paradigme, le masochisme aujourd'hui, absolument. Et il y a une quantité de tourisme qui, à mon avis, sont complètement sur le créneau masochiste. Le problème est insoluble, finalement. Et cela dit, non. Il y a effectivement, de toute façon, le tourisme est un intérêt politique. Donc, d'un point de vue global, c'est un sujet qui a dit, au fond, quelque part, quand on accorde les vacances aux gens, et les Anglais ont été le premiers à comprendre, et pas dans n'importe quelle société, c'est-à-dire une société urbanisée, compressée, concentrée, etc., il faut des soupapes de sécurité. Il faut des soupapes de sécurité, et on ne voyage pas à ce moment-là simplement pour des raisons économiques, professionnelles ou autres, mais pour décompresser, tout simplement. Ce qu'un sociologue français qui s'appelle Jean Viard a dit, au fond, les vacances, c'est un peu comme la permission accordée aux soldats, c'est pour prévenir les désertions. Bon. Alors, je vais essayer d'être plus positif dans ma démarche quand même, mais c'est vrai que le touriste a toujours eu du mal à exister, il a passé son temps à se légitimer. Hein, à part un provocateur comme Stendhal qui dit « j'en ai rien à faire de l'Italie, moi je voyage pour mon plaisir », tous les autres se sont trouvés des raisons. Chateaubriand, un engagement politique, Flaubert pour accompagner son ami ou pour préparer sa Lambeau. Enfin bon, il y avait une dimension de l'enquête qui ne les empêchait pas d'ailleurs de profiter du premier tourisme sexuel de l'époque. Bon. Mais, si vous voulez, l'histoire du tourisme, à bien dire, se confond avec des recherches de mobiles, ou en tout cas d'alibi. Donc on voyage pour sa santé, pour son édification personnelle, pour les enfants, pour une bonne cause, hein, par conviction, par religion, etc. Le touriste n'a jamais eu de cesse de se justifier, parce qu'il est l'éternel. Et si je développe là-dessus, parce que je vois remonter à la surface des discours au nombre des voyages à limiter qui mettent le tourisme en ligne de mire, hein, qui sera le bouc émissaire. Bon. Carrel, lui, semble espérer ou imaginer un monde où on va réduire notre participation à l'industrie globale du tourisme, où on va redécouvrir peut-être un tourisme de proximité qui se passe sans avion. Voilà. Est-ce que ça se peut, ça? Ça se peut, mais c'est une alternative à portée limitée, je dirais. Je dirais, vous ne ferez jamais, franchement, un ailleurs réellement exotique à proximité.
Et l'expérience de la rencontre de l'exotisme ne passe pas par Skype. Non, non. La rencontre de l'autre, c'est-à-dire le moment où je comprends que je suis l'autre de l'autre, ça ne peut se passer qu'in situ. Hein. Vous savez, c'était ce que disait très joliment Pérec, qu'ont dit les premiers Indiens quand Christophe Colomb est arrivé, et les gars, nous sommes découverts. Sous-entendu, si vous voulez, qu'effectivement, dans tout voyage, c'est ça qu'on apprend dans le voyage, au fond. C'est que non seulement Colomb a découvert les Indiens, mais les Indiens ont découvert Christophe Colomb. Découvrir les autres et se faire découvrir par les autres. Et ça, c'est une leçon absolument irremplaçable. Carole, c'est la force de l'anthropologie là, qui s'oppose ici à la conscience environnementale. On en fait quoi dans un discours qui veut réconcilier des questions profondément humaines avec la survie de la planète? J'ai des amis autochtones qui ont dû avoir les oreilles qui leur sillaient en entendant qu'il avait été découvert par Christophe Colomb. C'est correct. Ils ont le sens de l'humour. Dans le fond, on est devant un dilemme, encore là, il faut le dire, c'est que on est obligé de transformer beaucoup de choses dans notre mode de vie. Et il ne faut quand même pas se le cacher que voyager en avion, si on prend les 7 milliards d'êtres humains, c'est quand même un luxe qui est réservé à une portion, on va dire, relativement aisée. C'est ce qu'on appelle les classes moyennes en Inde, en Chine, puis en Occident, puis ailleurs. C'est essentiellement le 1% le plus riche de la population mondiale. Ou peut-être le 5%, ou le 10%, mais on est vraiment au sommet de la pyramide des revenus. Et pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, comme mes grands-parents n'avaient pas beaucoup d'argent à l'époque, ils n'ont pas pris l'avion à tous les ans, 3 fois par année dans leur vie. Et des gens qui vivent probablement dans des quartiers à quelques kilomètres d'ici qui ne prendront jamais l'avion de leur vie aussi. Et donc, il y a aussi une notion là-dedans, je pense, qui est importante de dire le voyage en avion, c'est un besoin moderne qu'on a. Puis moi, j'en suis le premier à avoir voyagé quand j'avais 20 ans, puis encore aujourd'hui, j'adore voyager. Je me pose des questions, par exemple, plus qu'avant, avant de prendre un billet d'avion. Je n'ai pas cessé de voyager, mais disons que je me demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est la première étape. Mais il faut quand même penser qu'à l'échelle de la planète, ceux qui ont le plus de poids carbone à perdre, c'est les gens les plus riches, les gens qui vivent en Occident, qui ont des plus grandes maisons, qui ont plus de voitures, qui voyagent plus, qui consomment plus. Je ne sais pas si on mange plus, probablement oui. Gaspille plus, en tout cas. Alors on a cet enjeu-là. Donc la question, c'est si nous, on n'est pas prêt à faire certains compromis sur des aspects de luxe, est-ce qu'après ça, on peut s'attendre à être capable de faire les compromis sur les aspects essentiels de nos vies, puis demander à d'autres aussi d'en faire? Et là, je présume que si un jour on est capable de faire fonctionner des avions avec des biocarburants, une grosse partie du problème se règle. Donc, on va juste tasser ça pour l'instant, mais à la base, on est devant une activité que peut-être une personne dans sa vie ne devrait pas faire 150 fois ou 200 fois ou 1000 fois. Une personne dans sa vie devrait voyager un certain nombre de fois. On devrait avoir un budget voyage comme on a un budget carbone. Je vais rebondir là-dessus. Moi, il me semble qu'on devrait avoir un budget tout court, un budget d'émissions tout court. Et si quelqu'un considère que c'est très important de voyager, que c'est essentiel pour son épanouissement, c'est très bien qu'il dépense son budget environnemental sur son vol annuel ou ses vols annuels s'il a suffisamment. Mais l'idée, c'est d'être capable de faire des choix pour réduire globalement nos modes de consommation. Donc, si je vous suis, un budget global par individu d'empreinte énergétique. D'empreinte environnementale qui fasse en sorte qu'on respecte, en tant qu'humanité, les limites de la planète. C'est vraiment cette question-là de durabilité absolue. Je reviens un peu là-dessus, mais on a un seuil à ne pas dépasser. Et si tout le monde consommait selon nos modes de consommation d'occidentaux, c'est certain. On est déjà foutu avec les modes que l'on a actuellement, dans le sens où si l'on continue sur la trajectoire que l'on a actuellement, on consomme trop, on est en train de foncer dans le mur. Donc maintenant, si on veut réduire cette vitesse-là, c'est un choix de par quoi est-ce qu'on commence. C'est un choix de est-ce que je préfère me passer de viande rouge? Est-ce que je préfère arrêter de faire des transactions de Bitcoin? Est-ce que je préfère... Parce qu'il y a plein d'autres choses qui ont un impact environnemental. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir l'information sur qu'est-ce qui compte vraiment. C'est quoi l'empreinte? Justement, si on peut commencer à communiquer, c'est quoi l'empreinte environnementale de mon vol en avion par rapport à c'est quoi l'empreinte environnementale de différents éléments, on va être capable de faire des choix éclairés pour pouvoir
faire une Notre système, en ce moment, n'est pas parfait, mais si on prend le secteur énergétique, il y a des solutions durables. Hein? On peut opposer l'énergie fossile au solaire, à l'éolien, à l'hydroélectricité. Il y a des solutions. En matière de transport individuel, il y a des solutions de rechange à l'auto-solo. Il n'y en a pas partout. Tout à fait. Mais il y a l'électrification, il y a le transport collectif. Qui n'est pas parfaite non plus, mais oui. Mais en matière d'aviation, il ne semble pas qu'il y ait une solution alternative durable Sur encore. les courts trajets, il y a des alternatives. C'est plus, on parlait tout à l'heure du TGV. Ça va être le TGV. Par exemple, c'est fabuleux de pouvoir faire ce trajet-là avec vraiment beaucoup moins d'impact. Est-ce que cette industrie-là a un examen de conscience à faire ou une réflexion sur une proposition de solution alternative qui serait durable? Je pense que oui, effectivement, c'est essentiel qu'il y ait des efforts du côté de l'industrie. C'est essentiel également qu'il y ait des réflexions du côté des consommateurs. Parce que le long trajet, je veux dire, on n'a pas le choix. Là, je veux dire, oui. On ne peut pas choisir entre l'avion électrique ou l'avion à kérosène. Mais c'est vrai qu'ils font un effort. C'est vrai, par exemple, qu'il y a une amélioration de l'efficacité énergétique des avions depuis des années. C'est vrai qu'il y a eu un très grand effort qui a été fait de ce côté-là. Mais c'est comme partout dans le reste de nos vies. Nos maisons sont beaucoup plus efficaces au plan énergétique qu'elles l'étaient il y a 30 ans, mais on a doublé la superficie. Exactement. Alors l'aviation n'est pas... tu sais, l'idée ici, c'est pas de prendre l'aviation puis d'en faire un bouc émissaire. Les dilemmes sont les mêmes qu'ailleurs. Mais je pense qu'il y a probablement l'idée de dire voici où on devrait utiliser l'avion. En énergie, on parle souvent d'utiliser la bonne énergie au bon endroit. Puis en transport, ça devrait être la même chose. Le bon transport au bon endroit. Puis la première façon, tous les experts en transport vont vous dire, la première chose à faire, c'est éviter, transférer, améliorer. Donc, éviter des déplacements non nécessaires. Ensuite, transférer vers des modes plus efficaces, comme par exemple de l'avion vers le TGV, et ensuite améliorer, c'est-à-dire améliorer la performance énergétique ou utiliser des biocarburants dans les avions. Si on procédait dans une planification comme ça des transports, on pourrait très bien avoir l'aviation qui dure longtemps. Le problème, c'est que chaque moyen de transport veut se développer infiniment et concurrence l'autre. Et donc, chacun essaie d'aller chercher les mêmes niches et de se développer. Et donc, on est dans une logique de croissance qui, à terme, nous fait dépasser notre budget. Christophe, est-ce qu'il y a des avancées de ce point de vue-là? Est-ce qu'on essaie je ne sais pas si c'est utopique de penser à une solution durable pour l'aviation? Alors, et elle prendrait quelle forme, si c'est le cas? Il y a différents modes d'action, puis je suis assez d'accord avec ce que j'entends. Il y a des questions qui ressortissent vraiment du domaine de l'aviation et du pouvoir de l'aviation, c'est-à-dire améliorer les avions eux-mêmes, améliorer les opérations. Puis il y a des choses qui ressortissent de l'infrastructure. Effectivement, quelles sont les solutions alternatives qu'on a? Comment est-ce qu'on aide aussi l'aviation à fonctionner de la manière la plus efficace possible? Parce que quand on a des avions qui tournent autour d'un aéroport en attendant de pouvoir se poser parce que l'aéroport est saturé, votre calculateur carbone, il va vous donner, s'il était capable de mesurer ça, il vous donnerait un résultat bien plus élevé que quand l'avion peut se poser tout de suite. Donc il y a des choses qui dépendent de l'industrie, puis il y a des choses qui dépendent de la puissance publique aussi, à un moment, de la construction d'infrastructures. Et puis, il y a des choix individuels où on peut faire les choses un peu différemment. Alors, sans aller nécessairement jusqu'à la question de prendre ou de ne pas prendre l'avion, mais quand on utilise l'avion pour ses vacances, par exemple, on peut se poser la question, est-ce qu'un séjour court de 3 jours, que je vais faire 3 fois dans l'année, c'est mieux qu'un séjour de 15 jours, je prends une seule fois l'avion pour aller en vacances et sans supprimer ce séjour, puisque je vous rappelle que la devise de Transat, c'est ensoleiller le quotidien par la joie des vacances. Je rejoins ce qui était dit à l'instant. C'était la page de publicité. On peut, sans faire disparaître cette fonction qui, à mon sens, est essentielle, la faire fonctionner de manière un petit peu différente. Est-ce que vous avez envisagé de mettre fin à tout le système? Je ne sais pas, ça ne vient pas des compagnies d'aviation elles-mêmes, mais tous les systèmes de récompense en mille là, qui sont associés aux cartes de crédit, qui te permettent d'avoir des Air Miles, des aéroplans, des primes qui récompensent au fond tes déplacements, puis qui te permettent d'en faire plus. Est-ce que ça fait partie d'un problème, entre guillemets? Est-ce que ça a un impact réel? C'est difficile pour moi de répondre à ça parce que Transat n'a pas de système de cet ordre-là. Votre domaine, effectivement. Nous, on n'a pas de réflexion de cet ordre-là. Ça ne nous concerne pas. Cécile, Karel, est-ce que ces programmes-là ont un incitatif
de type consumériste qui encourage le transport? C'est certain que le principe est de non seulement fidéliser, mais d'encourager ceux qui voyagent le plus. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que... Je voudrais juste... Oui. Je voudrais pas qu'il reste un malentendu, qu'on reste sur le stéréotype que le touriste, c'est le nanti et c'est celui qui a de l'argent et qui voyage. Si vous voulez, sociologiquement, on sait par exemple qu'en région parisienne, un ouvrier part plus en voyage qu'un cadre qui vit en milieu rural. Donc il ne faut pas tout réduire à l'économie qui est au pouvoir d'achat. Dans le voyage, il y a plus de mystère que ça. Et vous savez ce que vous aurez répondu les Gilets jaunes qui nous embêtent depuis un bout de temps en France. Hein. Vous nous parlez de la fin du monde, nous on vous parle du fin de mois. Hein, il y a effectivement quand même une dimension humaine qu'il ne faut pas oblitérer. C'est mal l'aspect têtu, c'est pas pour rien que je suis anthropologue, c'est l'homme qui m'intéresse. Moi, une planète sans homme ne m'intéresse pas, ou une planète où l'homme serait surnuméraire ne m'intéresse pas davantage. Et quand on dresse les jeunes contre les vieux, parce que les vieux vont devenir bientôt surnuméraires, ça m'exaspère. Bon. Donc le problème, il n'est pas là. Une terre sans homme, n'en parlons pas, je m'en fiche. Hein. Donc occupez-nous de la terre avec les hommes, et comment est-ce qu'on va effectivement pouvoir éventuellement gérer des mobilités que certains éprouvent, dont certains éprouvent besoin essentiel. Besoin essentiel. Je veux dire que plus une société est urbanisée, plus elle émet du touriste. C'est quasi mécanique, quoi. Si vous voulez, c'est vrai que si les Anglais sont à l'origine de tout le tourisme, c'est pas pour rien. Ça a été le pays le premier urbanisé à plus de 50% dès 1862. La France, 1932. L'Italie, 1945. Et effectivement, le tourisme s'est développé au prorata de l'urbanisation de la société. Donc, quand on parle d'écologie et d'environnement, il y a d'abord une écologie quotidienne à penser, qui est le problème de l'urbanisation, qui est le problème de la mobilité quotidienne que vous évoquiez. En France, on a une urbanisation délirante avec des lieux de travail de plus en plus éloignés, qui fait que le Français est le champion européen de la mobilité quotidienne. 45 km par jour en moyenne par habitant. Ce qui est énorme. Ça veut dire que certains font 200 km par jour. Voilà, bon, c'est pas les statistiques. Hein. Un homme mange 2 poulets, un homme n'en mange pas. Les hommes mangent un poulet, d'accord. Mais c'est tout le problème. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut tout penser dans le même mouvement. Non seulement tous les moyens de transport, avion, train, bateau, tout ce que vous voulez, mais toutes les mobilités. Parce qu'il y a des mobilités ô combien polluantes qui sont les mobilités quotidiennes. Tout à fait. Et celles-là, on les oublie. Mais c'est peut-être plus facile, effectivement, quand on cherche à faire un geste, de dire je vais couper un voyage en avion, que de dire je vais modifier mon comportement chaque jour. Donc c'est... Je pense que c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on évoque souvent, parce que c'est peut-être vu comme étant quelque chose de plus facile, mais moi je suis... il me semble que ce serait abominable d'arriver dans une dictature environnementale où on coupe les choix et où on impose des choses. Voilà. Je pense que le choix est essentiel, mais que pour que ce choix soit éclairé, l'information, la transparence par rapport aux enjeux environnementaux et de donner cette information sur les enjeux environnementaux de chacun. Mais là, j'adhère complètement, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. On pourrait écrire, par exemple, sur le billet d'avion, la fumée secondaire peut rendre malade les gens. Karel, on parle beaucoup de la dictature environnementale. C'est une des critiques qu'on formule de plus en plus face au mouvement écologiste. Greta Thunberg a été vilipendée pour s'être tenue debout puis avoir l'audace et le courage de ses 16 ans. Et on voit apparaître des mouvements aussi qui sont un petit peu plus exaspérés qu'auparavant, je crois. Un mouvement qui veut boycotter. On a la honte du vol en Suède, le Flagscam, que je prononce sûrement très mal. Il y a en France, c'est typiquement français comme nom, le manifeste Stay Underground. On est très très fort pour ça. Bien sûr que les Français ne peuvent pas rester au sol. Et on a des choses comme Flight Free 2020, donc toutes sortes de mouvements qui appellent au boycott. Karel, est-ce que ça sert la cause, puis est-ce que ça nous permet d'avancer plus loin dans la réflexion sur le bilan des vols de l'aviation? D'abord, ça me permet peut-être de régler le cas Greta. Okay? Les gens, en ce moment, qui attaquent Greta Thunberg, ils attaquent la personne pour attaquer le message. Hein? Puis on l'a vécu auparavant avec... Je travaille avec David Suzuki depuis 11 ans, c'est constant. Al Gore aussi, c'est constant. Dès qu'il y a une personne qui est en position de leadership avec un message, et les attaques viennent étrangement de réseaux de gens qui... C'est difficile à décrire, mais grosso modo, on est face à des gens qui veulent conserver un certain nombre de privilèges puis qui ont de la difficulté à anticiper que le monde, qu'on soit forcé de changer. Et là, donc, dans le fond, viennent les accusations de dictature. Il y a 10 ans, on nous traitait de curés. Oui.
Aujourd'hui, on nous traite de... Aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté parlait de... On est des millénaristes, hein, parce qu'on parle de la fin du monde. OK, bon. Mais à l'an 1000, c'était le chiffre 1000 qui dérangeait les gens. Là, aujourd'hui, c'est pas le chiffre 2019, hein, c'est le chiffre... c'est 1,5 degrés ou 2 degrés. C'est ce chiffre-là. Donc, on n'est pas devant comme quelque chose de sectaire. On est devant quelque chose qui est profondément ancré en science. Et le problème, c'est que le message devient alarmiste parce qu'on a perdu 30 ans. On a perdu 30 ans parce que des gens niaient qu'il y avait un problème. Là, aujourd'hui, ils disent « Oui, il y a un problème, on va prendre notre temps. » Et on est dans cette situation-là. Donc, effectivement, on a des gens qui veulent faire durer le plaisir, faire durer le statu quo. Et de plus en plus de gens, par contre, je dirais, des gens qui sont au milieu, qui ne sont pas nécessairement... parce qu'à un bout, on a, comme vous dites, il y a des gens qui deviennent de plus en plus impatients et qui sont prêts à mobiliser des mouvements de boycott. On a vu Extinction Rebellion avec les mouvements de désobéissance civile pacifique. Donc, des gens qui disent on a besoin de poser des gestes d'éclat pour faire bouger les choses. À l'autre bout, des gens qui sont très, très agressifs en disant non, c'est des alarmistes. Puis moi, je peux vous dire que j'ai ma horde de trolls qui me suit. J'essaie de ne pas les nourrir. Hein? On dit qu'il ne faut pas nourrir les coyotes. Je reste dans l'antique. Donc, c'est au sens propre. Hein? Oui, tout à fait. Par contre, quand on regarde les gens au milieu, quand on regarde les gens au milieu, de plus en plus, il y a une évolution, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus grande que par le passé. Je pense que revenir au boycott des... Oui, mais vous êtes confortable avec ça, le boycott? Ça amène le mouvement plus loin dans sa compréhension? Nous, ce n'est pas notre position à la Fondation David Suzuki. On n'est pas dans une situation de boycott. Puis on ne dit pas aux gens quoi choisir puis quoi faire dans leur vie personnelle. On essaie de les appuyer parce qu'ils nous demandent qu'est-ce que je peux faire. Donc, par contre, quand les gens lancent des boycotts comme ça, je suis persuadé que dans une démocratie libérale comme la nôtre, s'il y a des gens qui choisissent de boycotter, ils peuvent boycotter. Je veux dire, des fois, les gens, ils boycottent une épicerie pour quelque chose. Il y a des boycotts sur plein de choses. Puis il y en a en environnement aussi. Et je pense que c'est tout à fait sain parce que ça provoque le débat. Et je pense que... Bon, on le voit moins ici en Amérique du Nord, mais je pense que c'est tout à fait sain qu'il y ait ces choses-là. Puis des fois, il y a des gens qui nous attaquent, nous aussi. Puis des fois, c'est justifié, puis des fois, ça ne l'est pas, mais c'est sain. Je ne pense pas qu'on peut dire... qu'on peut contrôler les gens en leur disant vous ne devriez pas boycotter ou poser des gestes de désobéissance civile. Les gens choisissent en leur conscience. Christophe, comment vous envisagez ce mouvement de boycott-là? D'abord, je crois qu'effectivement, la liberté individuelle est importante. Donc, je pense que la liberté de prendre l'avion est importante. La liberté de ne pas le prendre également. Moi, j'ai évidemment aucun problème avec quelqu'un qui décide de ne plus jamais prendre l'avion. C'est complètement son choix. Et heureusement qu'il n'est pas obligatoire de prendre l'avion. Le boycott, la question du boycott, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples dans l'histoire de boycott qui ait effectivement fonctionné. Je veux dire, de boycott d'entreprises privées, de produits pour faire passer un message. Donc, je pense que c'est plus, une question de message et de passer quelque chose que réellement d'une action qui soit efficace en tant que telle. Je crois que pour nous, on propose une liberté aux gens, on essaie de le faire de la manière la plus sensible qui soit, de la manière la plus raisonnable qui soit, et puis on est très conscient de l'enjeu qui est posé, mais ensuite chacun prend ses responsabilités, bien sûr, et heureusement. Mm-hmm. On se dirige graduellement vers la période de questions. Notre débat arrive à la fin. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser des questions sur les alternatives et les pistes de solutions. Beaucoup travaillent autour des problèmes, de l'incompréhension, des limites, mais si vous aviez un souhait ou une recommandation formulée, il y a plusieurs choses qui ont été évoquées au fil des ans. Taxer le kérosène, forcer les compagnies à adhérer à un système compensatoire. The Guardian a fait remarquer dans une étude que 15% des adultes génèrent 70% du volume de vol. Est-ce qu'il faut surtaxer les voyageurs fréquents? Donc, il y a plusieurs solutions potentielles pour suivre le développement de l'aile magique, là, qui ne sera plus un avion à fuselage, mais une aile qui n'a plus de traîne. Quelles sont les solutions, les sorties de crise possibles
pour faire en sorte qu'on ait une conscience environnementale et qu'on puisse poursuivre notre exploration curieuse et masochiste de la planète. N'en faites pas une loi générale. Hein, N'en faites pas une loi générale, pardon, excusez-moi. Non, même nous, les journalistes, on est bons pour faire des lois générales avec les 3 exemples. Alors, mais j'aimerais vous entendre à tour de rôle sur c'est quoi le spectre des possibles? Cécile. Moi, je vais revenir à quelque chose que j'ai déjà dit, informer, donner l'information sur c'est quoi l'impact environnemental des voyages. Je pense que déjà, il y a énormément de bonne volonté des citoyens pour changer. S'il y a des boycotts, s'il y a des mobilisations citoyennes, c'est parce que les gens veulent pouvoir faire quelque chose. Mais il faut que les gens soient aiguillés dans la bonne direction et sachent quels sont les gestes qui comptent vraiment. Et il faut aussi que, par exemple, des bons citoyens corporatifs, des entreprises qui font les bons choix, puissent s'afficher par rapport aux citoyens et montrer que l'empreinte environnementale, quand je vole avec telle compagnie, est préférable par rapport à si je vole avec telle autre compagnie. Donc, si on pouvait avoir cette information-là de manière systématique sur tout ce que l'on consomme pour pouvoir faire des choix éclairés, je pense que ce serait déjà un pas dans la bonne direction pour faire une transition ensemble du côté de l'industrie et du côté des citoyens. Karel. Éviter, transférer, améliorer. Ça, on revient toujours à ça. Puis dans l'amélioration, éviter les déplacements inutiles, transférer vers des modes de déplacement moins polluants. J'ai un collègue, by the way, qui a refusé d'aller à Vancouver à partir de Toronto cet été pour une retraite, pour aller à Whistler. Puis il a décidé de faire en train. Ça lui a pris 5 jours. Ça a coûté 2000 $. Ça, il travaille dans le secteur public, lui, hein? Non. C'est un des employés de la Fondation David Suzuki, puis je comprends toujours pas pourquoi on a laissé faire ça. Donc, transférer et améliorer. Puis dans l'amélioration, évidemment, il y a du potentiel du côté des biocarburants. Est-ce qu'on serait capable d'en produire suffisamment pour alimenter l'aviation? Parce que vous savez, les biocarburants, en ce moment, les bioénergies, là, les gens veulent en mettre dans des camions, les gens veulent en mettre dans une autre chose, ils veulent en mettre dans des procédés industriels. C'est comme si partout, on n'est pas capable d'électrifier. Il faut faire attention de ne pas déplacer les impacts non plus. Exact. Partout, on ne peut pas électrifier. En ce moment, tout le monde veut s'arracher des bioénergies. Et donc, il faudrait être capable d'envoyer la bonne énergie au bon endroit. Mais c'est évident que si on arrivait demain matin avec l'aile magique ou la téléportation, ça réglerait un gros problème. Jean-Didier. Je dirais déjà qu'il y a des problèmes liés, c'est pas strictement à l'avion, mais un problème déjà de penser peut-être en termes de complémentarité des moyens de transport plutôt que de les opposer les uns les autres, et surtout les penser tous dans le même mouvement. Il n'y a pas un problème qui serait l'avion, il n'y aurait pas un problème qui serait le train. Et il faut faire très attention au développement, au retour, je dirais, aux mobilités terrestres. Quand même, la Chine n'a pas abandonné, même au contraire, son projet on a parlé de la nouvelle route de la soie, Pékin-Londres, avec un TGV qui relierait Londres à Pékin, ça fait effectivement pour le petit appendice qu'est l'Europe, c'est beaucoup, mais pour eux c'est encore plus parce que ça permet de traverser, si vous voulez, toute l'Asie, avec des et on voit déjà ce que donne le TGV comme force irrigante en Europe occidentale, déjà, au moins en tout cas. Donc là, je pense qu'effectivement, malheureusement pour les aériens, il va falloir qu'ils se trouvent une position de complémentarité par rapport au terrestre, qui a certainement un grand avenir devant lui. Maintenant, au niveau du terrestre, justement, je pense, et ça c'est assez éloigné de l'avion, mais c'est déjà gérer aussi des mobilités beaucoup plus petites, qu'on ne gère pas en termes en France, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais on a par exemple ce véritable cancer urbain qui s'appelle les zones commerciales, qui sont généralement placées loin des gares, loin des habitations, loin de tout, et qui permettent effectivement aux gens de circuler encore plus, de faire encore plus de kilomètres et de polluer encore plus. Mais ça, il n'y a pas de politique sociale écologique, je dirais, actuellement. Au Québec, en matière de patrimoine, on vit dans un pays assassiné. C'est une verrue urbaine après l'autre. Alors, on partage ça avec les Français. Bon, merci. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle quand même. Mais la mondialisation produit des choses comme ça, des torts et des problèmes communs. On va enfouir le troisième lien. Christophe, alternative, piste de solution, et le mot de la fin vous revient. Oui, d'une manière générale, je crois pas à la magie dans la vie. C'est-à-dire, je crois pas aux solutions transformationnelles, globales, qui vont régler le problème d'un trait de plume. Donc, je crois que c'est de s'attaquer au problème par tous les angles.
Les langues technologiques en est un. Transat fait partie d'un consortium qui cherche à développer du biocarburant pour trouver une piste de solution. Les opérations en sont une autre, la manière dont on gère les avions. On a par exemple réduit, nous, la consommation de carburant en faisant le taxi simplement avec un moteur plutôt qu'avec deux. Il y a des tas de choses comme ça qu'on peut faire qui ont un impact. L'infrastructure est importante et effectivement l'inscription de l'aérien dans les autres modes de transport, dans l'ensemble du tissu, il y a des solutions qui sont diverses. Et puis, je ne crois pas tellement à la taxation en tant que telle, parce que les solutions pour l'aérien ne peuvent pas être nationales pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais je pense que la compensation carbone à travers Corsia est un grand pas en avant. Donc, je crois qu'il faut regarder le problème par tous les bouts en même temps. Il faut s'y attaquer tous ensemble. Et puis, je pense que des débats comme ce soir, c'est la bonne manière d'ouvrir ça et de permettre ça. Absolument.